La transition écologique se fera avec les entreprises ou ne se fera pas. 3/4 des leviers de décarbonation viennent en effet des organisations, États ou entreprises. Or, une infime minorité ont aujourd'hui des trajectoires alignées avec les limites planétaires. Le monde de l'entreprise doit changer pour changer le monde. Il y a au sein des entreprises des millions de personnes qui en sont la force vive, les salariés. De tout grade, de toute responsabilité, ils en connaissent la culture et les rouages, sont souvent attachés à leurs collègues, à leur métier. Parmi eux, certains ont une conscience plus développée des enjeux écologiques. Certains ont même inventé un nouveau mode d'engagement, les collectifs de salariés. Le réseau Les Collectifs rassemble aujourd'hui plus de 10 000 salariés dans 200 entreprises. Depuis plus de 4 ans, nous avons expérimenté des centaines d'actions, observé comment les décisions des entreprises peuvent rayonner, trouver comment faire travailler ensemble salariés et dirigeants. L'objectif de cette web-série est d'en partager des ingrédients, des exemples concrets et des apprentissages. Mon collectif, j'ai décidé de le fonder un jour très précis où j'ai rencontré 2 personnes de 2 entreprises différentes qui chacune dans leur entreprise respective avaient fondé un collectif. Et elles m'ont dit que ça fonctionnait, que c'était possible parce qu'au sein de nos entreprises, on a une proportion conséquente de gens, peut-être 10% ou 30% selon les endroits, parfois même 50%, qui sont vraiment sensibles à toutes ces thématiques sociales et environnementales, qui ont envie que leur entreprise bouge, mais qui ne le disent pas forcément, qui ne s'expriment pas à ce sujet. Et ces gens-là, quand on va les chercher, quand on leur donne la possibilité de se mettre en action, eh bien elles viennent et elles agissent. Et donc ça fonctionne. Je vais être franc, avant d'avoir rencontré ces 2 personnes qui avaient fondé des collectifs, j'y aurais pas cru. Je pensais pas que c'était possible de changer son entreprise de l'intérieur. Et elles m'ont raconté leur témoignage et je me suis dit, bah oui, en fait, ça peut peut-être marcher. Ça peut peut-être marcher, moi j'ai envie d'essayer dans mon entreprise. Et voilà, c'est là où j'ai pris la décision et après j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Donc le partage d'expériences, de témoignages, expliquer que c'est possible et comment faire, c'est extrêmement précieux. Au démarrage, on est une petite équipe où on s'est rendu compte qu'on avait tous déjà des engagements personnels. On avait commencé, on va dire, notre transition de manière individuelle. Pour certains d'entre nous, on avait aussi déjà des engagements un petit peu associatifs au niveau national ou au niveau local. Et puis, on souhaitait, on va dire, aligner complètement et donc faire en sorte que dans notre entreprise aussi, on ait cet engagement qui prenne forme avec 2 choix qui s'offrent à nous, soit de quitter l'entreprise pour trouver un nouvel engagement qui soit plus en adéquation, soit au contraire se dire est-ce que dans notre propre entreprise, on ne peut pas arriver à faire en sorte que celle-ci aussi s'aligne avec notre volonté de faire une transition écologique tous ensemble. L'engagement salarié sur l'écologie, on va dire qu'au début, dans les années 90-2000, l'écologie, c'était pas tellement au travail. C'était plutôt dans la sphère associative, la sphère domestique, les éco-gestes, etc. Autour des années 2010, il y a eu un tournant. Le travail est devenu davantage un terrain d'engagement écologique avec notamment des initiatives individuelles que moi j'avais pu repérer dans mes enquêtes autour de salariés que j'avais appelés transféreurs parce qu'ils importaient leurs pratiques écologiques de chez eux vers le travail, faire du compost au travail, récupérer des feuilles de brouillon pour les distribuer à des associations, etc. Il y a eu aussi un moment important qui a été le Covid, parce que ça a été un moment de réflexion pour les salariés autour du sens au travail. Et puis un accélérateur qui a été le succès de la fresque du climat, qui a touché plus d'1 million de personnes, et notamment dans les entreprises, beaucoup de fresques dans les entreprises. Et ça a pu faire émerger, autour des années 2020, tout un foisonnement en fait, de dispositifs de mobilisation écologique des salariés dans les entreprises, sous différentes formes, des ateliers, des parcours de formation, des réseaux de différentes natures, parfois même des plateformes digitales. Tous ces dispositifs-là, finalement, organisent aujourd'hui l'engagement écologique des salariés, et on fait que c'est devenu, aujourd'hui, le travail est devenu un terrain d'engagement légitime pour l'écologie, ce qui n'était pas il y a encore quelques années. Pour une directrice impact, les collectifs de salariés sont pour nous une caisse de résonance finalement de les engagements RSE qu'on prend pour comprendre finalement s'ils sont opérationnels ou pas. Et donc c'est intéressant pour nous d'avoir ce dialogue avec eux et de tester aussi finalement des choses qu'on veut implémenter dans l'entreprise. Et donc leur donner des moyens, c'est surtout leur donner des moyens d'accéder finalement le plus possible en amont des décisions, de ce qu'on veut faire en termes d'évolution, par exemple de nos architectures RSE, de nos engagements.
Donc pour moi, c'est vraiment une utilité forte de partage d'informations, d'intelligence collective. Et puis après, il faut aussi les utiliser, si possible, pour essayer au sein de l'entreprise. Et donc là aussi, en leur donnant accès à l'information en avance, ils peuvent eux-mêmes être vraiment des caisses de résonance de tout ce qu'on veut faire en termes d'engagement RSE. Un collectif, très concrètement, c'est un groupe de salariés qui décident de mener ensemble des initiatives en lien avec la transition écologique au sein de leur entreprise. Souvent, des collectifs commencent des 4 ou 5 membres. Certains en ont des dizaines, des centaines, voire des milliers. Nous avons observé des collectifs dans tous les secteurs, dans des PME de 20 personnes comme dans des multinationales, dans des administrations publiques, des hôpitaux, des universités. Les collectifs se donnent des noms et s'auto-organisent pour proposer des actions au reste de l'entreprise. Leurs membres sont volontaires et non nommés. Ils choisissent les initiatives qu'ils veulent mener et essayent d'embarquer le reste de l'entreprise. Dans l'étude sociologique Ecotaf que j'ai menée avec l'ADEME, qu'on a vu, c'est que ces collectifs de salariés, ça correspondait à ce qu'on appelle en sociologie des communautés affinitaires. Donc ces communautés, c'est des groupes d'individus, donc en l'occurrence des salariés, qui vont se regrouper volontairement, c'est vraiment ça qui est important, qui vont être issus de différents horizons, ça peut être différents sites, différents métiers, différents niveaux hiérarchiques. Ils vont se regrouper autour d'affinités, donc d'intérêts ou de valeurs communes. Et donc là, en l'occurrence, c'est la question de la transformation écologique de l'entreprise. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'un collectif de salariés engagés sur l'écologie, ce n'est pas des salariés qui appliquent des éco-gestes. C'est ce que dans la littérature anglo-saxonne, on appelle des insider activistes, donc des militants de l'intérieur. C'est des personnes qui veulent transformer l'organisation et derrière l'entreprise, la société dans son ensemble. Ils ont la croyance en fait que grâce à l'entreprise, ils vont avoir un effet levier sur la transformation de la société, peut-être plus fort que si ils allaient élever des chefs dans le Larzac ou créer leur propre boîte ou leur propre association. Ces collectifs, ils offrent plusieurs niveaux d'engagement possibles. Il y a évidemment un groupe moteur, avec des personnes qui vont faire fonctionner le collectif au quotidien. Donc en général, c'est une poignée de personnes, on va dire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des contributeurs, donc qui vont ponctuellement apporter une aide. Et puis la majorité, ça va être des simples participants, on pourrait même dire des sympathisants. C'est important de voir que cette flexibilité des niveaux d'engagement, c'est ce qui va permettre de regrouper un grand nombre de personnes, puisqu'on a des collectifs qui vont de quelques personnes, moins de 10, à parfois plusieurs milliers dans les grandes entreprises. Alors après, la taille d'un collectif, elle peut masquer en fait différentes dimensions de développement qu'il faut avoir en tête. Est-ce que ça implique des cadres et des non-cadres? Est-ce que ça implique sur tout un tas de sites géographiques de l'entreprise? Il y a la question du niveau d'engagement, de mobilisation. Il y a l'écoute de la direction, ça aussi c'est important. Et puis quelle maturité de la vision du collectif? Est-ce qu'il a un projet, des priorités? Donc derrière le chiffre de combien de personnes y participent, il y a aussi toutes ces dimensions-là à prendre en compte pour bien voir comment ça fonctionne. Pour moi, ce sont des sentinelles, des personnes qui sentent avant tout le monde l'urgence, le mur haut et sombre qui arrive et qui ont envie de contribuer à l'élaboration d'une autre trajectoire et collectivement. Donc elles ne croient pas à un sauveur. Elles ont vraiment envie de faire partie de la solution et de faire advenir la transformation qu'elles souhaitent voir advenir. La plupart des collectifs émergent naturellement, par le désir d'agir de certains salariés, même si certains peuvent être reconnus très tôt par leur direction. Enfin, ils portent au sein des entreprises une voie d'action qui vise à embarquer largement sur les sujets de transition écologique et de concilier l'action concrète et des réflexions plus profondes sur les modèles économiques. Créer un collectif, c'est agir pour transformer son entreprise de l'intérieur et aligner ses valeurs personnelles avec ses pratiques professionnelles. Globalement, les salariés souhaitent s'engager dans des collectifs, souvent pour répondre à une dissonance entre leurs convictions personnelles et leur activité professionnelle. C'est aussi un moyen d'avoir un impact fort dans le monde de l'entreprise, puisque c'est quand même une part importante de la transition. Faire sens, c'est de se dire, il y a une stratégie d'entreprise, il y a une réalité scientifique, sociale, écologique, économique, et comment aider l'entreprise à aller plus loin, plus vite, plus située par rapport à la réalité, à sa propre réalité. Et la vocation du collectif, c'est d'aider et de mettre en visibilité les angles morts de cette stratégie.
L'entreprise est plus qu'un lieu de travail. C'est un espace d'opportunité et un terrain d'action pour aligner ses valeurs personnelles avec son engagement professionnel. C'est un lieu où on peut démultiplier son pouvoir d'agir en appliquant des idées à des centaines ou des milliers de salariés. Une des premières raisons pour laquelle choisir de s'investir pour la transition écologique dans son entreprise, c'est d'être sensible aux questions environnementales, parfois déjà avoir un engagement dans sa vie personnelle, mais vouloir le faire passer à une autre échelle. Pourquoi les salariés s'engagent dans leur entreprise? Généralement parce qu'ils y sont attachés, qu'ils ont envie d'œuvrer depuis l'intérieur de l'entreprise. Et s'il y a un fort besoin d'engagement et qu'on ne se sent pas attaché à son entreprise, généralement on crée son entreprise ailleurs, on crée sa start-up et on se met dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Et donc l'engagement dans l'entreprise, c'est une manière de réconcilier salariés et citoyens. Pour certains salariés, il s'agit d'une double motivation, à la fois limiter l'impact environnemental de son organisation, mais aussi assurer sa résilience et sa pérennité à long terme. Les salariés s'engagent parce qu'elles ont à cœur la vitalité de leur entreprise, donc d'être co-responsables des impacts et des enjeux socio-écologiques. Elles cherchent à retrouver du sens concret dans leurs activités quotidiennes, Et elles ont besoin de participer, que ce soit par des actions, que ce soit par l'expertise, que ce soit par les connaissances aussi pratiques. Moi, je crois que l'entreprise, c'est un lieu vraiment intéressant pour pouvoir aider à transformer le monde, parce que c'est un endroit où on a une possibilité d'avoir un effet de levier énorme. Quand on arrive à transformer une entreprise, que ce soit un peu ou beaucoup, on a un impact beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait avoir avec nos actions individuelles et également dans notre vie quotidienne. Un collectif, c'est un moyen pour amplifier son engagement et réconcilier son rôle de citoyen et de salarié. L'entreprise est un levier puissant et bien supérieur aux actions individuelles. Alors, l'entreprise, c'est un formidable terrain de jeu de l'engagement parce que on a déjà beaucoup de problèmes qu'on peut adresser. L'entreprise manipule quand même des flux de matière, des flux financiers qui ont un impact sur l'environnement et donc on peut agir à cet endroit-là. Et on peut aussi bénéficier de toutes les ressources dont dispose l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, les compétences, les talents de chacun et chacune des salariés et aussi les moyens financiers pour mettre en place des actions. Ce qu'un salarié peut faire, donc, c'est changer ses pratiques métiers, mais c'est aussi embarquer les autres. Donc il y a une grande part de l'action individuelle à l'échelle professionnelle qui se situe dans le fait d'informer, de sensibiliser ses collègues autour de soi ou les personnes avec qui je travaille. Et la dernière chose qu'on voit que les personnes peuvent faire, c'est un peu du plaidoyer interne, du lobbying, pour faire du sujet de la transition écologique des métiers un sujet stratégique de l'entreprise. Et pour ça, ils peuvent se tourner vers différentes personnes, ils peuvent se tourner vers les RSE, qui vont être leurs sponsors naturels au sein de l'entreprise. Ils peuvent se tourner vers leur manager qui les représente. Ils peuvent se tourner aussi à l'échelle de la direction des métiers, de leur métier, parce qu'en fait on a souvent des budgets alloués à la transformation, à la formation à l'échelle de l'équipe. Ils peuvent se tourner vers les RH. Les RH sont chargés de faire la gestion prévisionnelle des compétences et les formations. Ils ont besoin justement de ces remontées des salariés pour le faire de manière adaptée aux besoins. Et les dernières personnes à qui on peut s'adresser, c'est les représentants du personnel, puisque la transition écologique a été intégrée au dialogue social récemment. On peut toucher les salariés, les sensibiliser, des gens qui ne seraient pas forcément d'eux-mêmes aller vers ces questions-là, leur amener le sujet. Bien sûr, travailler avec la direction, ce qui va pouvoir permettre de travailler sur la stratégie d'entreprise, les fournisseurs, les clients, et puis même les employés eux-mêmes vont sans doute, en connaissant mieux le sujet, pouvoir en parler à leur famille, à leurs amis, les employés des fournisseurs, etc. Donc il y a vraiment un effet de levier super important grâce à l'entreprise. Le collectif offre un espace de dialogue, de création, d'action, où les salariés savent qu'ils ne sont pas seuls face aux défis écologiques. On faisait déjà des fresques du climat depuis quelques temps et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin dans l'entreprise de parler de ce sujet, une vraie envie des salariés, un intérêt pour le sujet, dans l'énergie en plus. Et on a voulu créer ce collectif d'abord pour avoir un lieu de parole et puis aussi d'action, mais aussi pour pouvoir challenger, influencer l'entreprise pour aller autant que possible dans la bonne direction. Le premier conseil que j'aurais à leur donner, mais je pense qu'ils le savent déjà, c'est de continuer à s'entourer, à parler de ces sujets autour d'eux et à pas rester seul parce que ça peut être des sujets assez anxiogènes, angoissants. On sait que les enjeux sont immenses, qu'il y a une urgence à agir et parfois on peut être un peu démoralisé. Et le fait de
d'agir. Je suis assez convaincue que agir, ça rend heureux. Et donc de continuer à se mobiliser. Et même si on critique beaucoup les petits gestes, quand on est des milliers à passer à l'action, 15 000, 20 000, 500 000, ça a de l'impact. Et surtout, c'est ça aussi qui nous donne confiance dans le fait qu'on peut faire un pas supplémentaire, on peut impulser un changement un peu plus structurant dans son entreprise, dans la société, etc. Donc, continuez à agir. Et même si vous ne faites pas toujours une immense action, c'est pas grave, ça a son poids, ça a son importance. L'objectif d'un collectif, c'est de créer d'abord un milieu, rassembler des personnes qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes envies, d'avoir un lieu, que ce soit physique ou que ce soit par la pensée, où elles peuvent partager que ce soit les émotions qu'elles ressentent, qu'elles soient l'envie de passer à l'action, les frustrations, les peurs. Et également, la vocation, ça va aussi être de fédérer et de proposer des actions qui font sens pour l'entreprise dans laquelle elle travaille. Est-ce qu'on est sûr que, in fine, par rapport à nos objectifs moyen, long terme, on est sur la bonne trajectoire? Si on n'est pas sur la bonne trajectoire, mais quelle crédibilité l'entreprise peut-elle avoir? Zéro. Zéro. Donc, ce qui est important au bout d'un moment, c'est aussi, il y a un risque de réputation, il y a un risque aussi de désengagement des collaborateurs qui finalement finiront par s'apercevoir d'un discours de greenwashing qui fait que les collaborateurs vont se dire, de toute façon, on voit bien que l'entreprise ne va pas dans la bonne direction. Et donc, ce désengagement, on l'enregistre, on le voit. Alors, c'est un désengagement qui peut même être associé aussi à de l'anxiété. De l'anxiété très forte, parce que les gens, dans les collectifs, ils ne sont pas toujours dans les plus hauts niveaux hiérarchiques. Et quand ils voient que finalement, on ne les écoute pas et qu'on ne prend pas en compte leur peur, que l'entreprise ne prenne pas suffisamment en compte des limites planétaires dans leur matrice de refonte du modèle d'affaires, eh bien, les collaborateurs sont anxieux, se disent mon entreprise n'a rien compris. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, on finit par avoir des collaborateurs qui viennent au boulot pour des raisons alimentaires, mais qui n'adhèrent plus en fait à la vision d'entreprise. Ce qui est quand même pas génial, parce que les collaborateurs dans ce cadre-là, dans cette posture-là, ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Hein, vous savez, quand on a un pourquoi qui nous fait vivre, on peut supporter tous les comment. Ce qui est important, c'est de refonder le pourquoi. Et le pourquoi, c'est bien sûr qu'il faut gagner de l'argent, mais pas à n'importe quel coût écologique et social. C'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Il existe différentes façons de créer un collectif. Il peut par exemple être issu d'une formation, comme un atelier de sensibilisation. Il peut être issu d'un cadre apporté par la direction, ou peut être organique et s'auto-structurer avec le temps. Donc notre collectif s'est formé en lien avec un des dirigeants d'entreprise autour d'un projet de bilan carbone. C'était une démarche structurée dès le départ. En fait, en 2019, l'entreprise a fait réaliser un bilan carbone par une société de conseil spécialisée. Ça a montré quelles étaient les causes principales des émissions. Dans notre cas, il s'agissait pour 75% des voyages professionnels en avion. Et l'année suivante, en 2020, on a évidemment pu faire beaucoup moins de voyages, ce qui a amené à une diminution de 60% des émissions. Ça nous a montré qu'il y avait ici une opportunité de gain substantiel des émissions. Et ça a été une des motivations fortes pour lancer le collectif en 2022. D'autres collectifs ont une création plus spontanée. Ce sont alors souvent de petits groupes de personnes motivées, sans structure préalable. Un collectif, par définition, c'est un groupe. Et donc, la première étape, c'est déjà de chercher à regrouper des gens, trouver des collègues motivés, se dire ensemble qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs, quelle est l'aventure dans laquelle on a envie de se lancer. Et puis après, créer, fédérer aussi le groupe, créer un état d'esprit, partager une vision, des objectifs. Et après, on se lance. C'est comme ça que l'aventure démarre. Dans ce MOOC, vous découvrirez comment créer et animer un collectif de l'idée initiale aux actions concrètes. Chaque épisode vous apportera des outils, des témoignages et des exemples pour passer à l'action. Nous vous invitons à consulter la fiche de l'Atlas des actions intitulée « Création d'un collectif ».